Pourquoi Olivier Falorni, député de la première circonscription de la Charente-Maritime, séduit-il la population rétaise pourtant très à droite? C'est la première question que s'est posée Raphaël Charlet, étudiant en sciences politiques à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et passionné par la sociologie politique. Île de Ré TV est allé à sa rencontre pour en savoir plus sur ce jeune étudiant et tenter de comprendre non seulement le succès rété d'Olivier Falorni lors des dernières élections législatives, mais aussi la différence entre la gauche des années de Mitterrand et celle d'aujourd'hui. Nous évoquerons enfin avec lui l'hypothétique élection du Rassemblement national lors des prochaines présidentielles françaises. Avant cela, Raphaël Charlet nous retrace en quelques mots les raisons de son engagement politique. Alors, il est né au moment de la présidentielle de 2017, donc effectivement j'avais 12 ans, et au moment de cette recomposition politique avec l'effondrement, surtout en 2017, du Parti Socialiste au profit de LFI, de En Marche. Voilà, c'est cette recomposition de la gauche qui est le courant dont je me sens politiquement le plus proche. Voilà, toute cette recomposition-là, forcément m'a intéressé, m'a emmené à m'engager et à vouloir jouer un rôle à mon modeste niveau dans cette recomposition-là politique. Quel est le poids de votre famille sur votre engagement politique? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Non, pas du tout. Je ne sais même pas si ça les a vraiment surpris. Non, ils étaient plutôt contents de voir que je m'intéressais à ce genre de choses-là. Et que j'essayais de comprendre, que j'avais une certaine curiosité, on va dire. Qu'est-ce qui différencie la gauche, j'allais dire, de l'époque de Mitterrand, à la gauche d'aujourd'hui qui n'est pas forcément la même? Alors justement, l'héritage de cette gauche, on va dire, de mai 1981, il reste, comment le dire? Aujourd'hui, on a 4 forces politiques qui se partagent l'essentiel des voix à gauche, et chacune a sa part d'héritage vis-à-vis du mitterrandisme. Si on prend l'exemple de Jean-Luc Mélenchon qui a toujours été un très proche de Mitterrand et qui lui vaut une admiration dont il ne se cache pas, il y a quelque chose dans la prestance, on va dire, du leader, dans la capacité à s'exprimer, dans l'art oratoire, qui s'approche de ce qu'on pouvait trouver chez Mitterrand. D'un point de vue beaucoup plus politique sur le fond programmatique, la grande innovation de la gauche moderne, va-t-on dire, c'est évidemment cette prépondérance de l'écologie politique qui n'était pas celle de la gauche du programme commun ou de la gauche de mai 1981. L'autre variante, et qui est quand même très importante, c'est la différence qui existe de sociologie de l'électorat de cette gauche-là. La gauche moderne, la gauche de la NUPES, la gauche du NFP, a perdu ce qui faisait le socle, en grande partie le socle de la gauche mitterrandienne, c'est-à-dire le vote ouvrier, le vote des classes populaires qui aujourd'hui a totalement basculé du côté du Rassemblement national. La seule solution qui existe pour faire front au Front national, oui. C'est vraiment l'unité de la gauche, quoi. Parce que la gauche n'a plus la force électorale qu'elle avait, bien sûr, mais parce que la gauche n'a plus la force électorale qu'elle avait au moment de l'élection de François Mitterrand, où voilà, au premier tour de la présidentielle de 81, le total des voix en faveur de Georges Marchais et de François Mitterrand atteignait les 40%. Voilà, on voit bien avec les résultats du NFP et que quand on passe de 26 à 28, c'est le bout du monde. Donc, maximum. Voilà, c'est ça. Donc il y a cette union-là en 2024, comme en 2022, elle s'est faite dans l'urgence parce que la gauche n'avait pas les moyens de gagner en partant divisé. En revanche, ça a pu lui donner, cette espèce d'alliance dans l'urgence, a pu lui donner à nouveau une crédibilité quant à une éventuelle capacité à gouverner. Parce que ce qui a fait aussi la défaite de la gauche depuis 2017, c'est que plus aucune de ses composantes n'était vue comme crédible pour exercer le pouvoir au sommet de l'État. L'alliance surtout autour du NFP, avec une hégémonie moindre de la France insoumise à l'intérieur, a permis aussi de redonner une crédibilité à une espèce de gauche de gouvernement qui était jusque-là complètement mise hors jeu. Ce qui est intéressant avec Olivier Falorni, c'est qu'il a réussi, notamment aux dernières élections, à créer une espèce de synthèse électorale entre à la fois un vote de droite, disons modéré, un vote en faveur de la majorité présidentielle et un vote en faveur même d'un centre-gauche ou d'une gauche social-démocrate. Je m'explique. Quand on regarde les résultats, par exemple, sur le territoire qui nous intéresse le plus ici, sur l'île de Ré, où Olivier Falorni obtient plus de la moitié des suffrages au premier tour des législatives de 2024. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on arrive à une addition quasi parfaite dans toutes les communes du total des voix qui ont été obtenues aux européennes par les listes de Valérie Hayé, Raphaël Glucksmann et François-Xavier Bellamy. Et que même dans les communes les plus
les moins favorables à la social-démocratie, au camp d'origine de M. Falorni, et les plus enclines à un vote, disons, de centre-droit, il arrive quand même à des résultats extrêmement impressionnants. Son meilleur score rétais, et qui est d'ailleurs le meilleur de toute la circonscription, c'est aux Portes qu'il le réalise. Les Portes qui ont très peu voté en faveur de M. Glucksmann, et par contre, commune dans laquelle la droite de François-Xavier Bellamy a réalisé son meilleur score rétais, on est autour de 17%, en troisième position, et la majorité présidentielle très haute également. Donc ce député historiquement installé au centre-gauche a su fédérer aussi les votes du centre-droit, et l'île de Ré, qui a toujours été une sorte de pendant à La Rochelle, qui votait toujours très à gauche pour M. Crépeau, M. Bonneau et moins pour M. Falorni, mais quand même avec un réservoir de voix assez important. L'île de Ré, qui était ce réservoir de voix d'une droite modérée mais conservatrice, a su se faire à un vote de centre-gauche et a su l'adopter. Ce qui est impressionnant, c'est de voir aussi à quel point les enjeux écologiques récents, notamment sur la préservation de l'île, ont su toucher les habitants, et ça a amené à créer sur l'île de Ré une espèce de porte pour une forme d'écologie un petit peu centriste, un petit peu modérée, que M. Glucksmann a su récupérer aux européennes, puisqu'il y obtient plus de 16% des voix sur l'île, ce qui est un score historique pour le Parti socialiste en termes de comparaison par rapport au niveau national. C'est-à-dire que pour la première fois, le Parti socialiste obtient en moyenne sur l'île de Ré un résultat plus important à celui de sa moyenne nationale, ce qui n'était jamais arrivé. On avait déjà vu ça 5 ans auparavant avec M. Jadot, qui avait fait de très bons scores sur l'île de Ré. Il y a une voie pour une espèce d'écologie un peu au centre-gauche à Ré, et Olivier Falorni a su capter entièrement ça au moment des législatives, que ce soit en 2022 ou en 2024. Quand on regarde par exemple les résultats de la présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy était nettement favorisé sur l'ensemble de l'île évidemment, mais il atteignait presque 50% dans le canton nord, l'ancien canton d'Ars-en-Ré, quand sur le canton sud il plafonnait autour de 40%. Donc historiquement, oui, il y a toujours eu une espèce de graduation vers la droite à partir du moment où on partait du pont. On commence, disons, avec un socle de droite relativement modéré, et ensuite on monte. Mais ce qui s'est passé là, aux dernières législatives, mais une tendance un petit peu plus profonde, c'est qu'avec la recomposition politique, l'ensemble de l'île s'est vraiment axé sur une ligne centriste, sauf que dans les territoires du Sud, on a assisté à une poussée plus forte du Rassemblement national et des partis contestataires, notamment à La Flotte et à Saint-Martin, qui sont les deux seules communes de l'île où pour la première fois le RN est arrivé en tête aux européennes, tandis qu'à l'inverse, au nord, on est resté avec une frontière beaucoup plus forte vis-à-vis du Rassemblement national, et qui évidemment s'est portée sur à peu près la seule alternative qui était vraiment offerte aux habitants de l'île aux législatives, c'est-à-dire le vote pour M. Falorni. On a tout simplement une correspondance des critères sociologiques des habitants de ce canton sud, de cet ancien canton sud, avec les critères de définition, en tout cas les critères majoritaires qui poussent un individu à voter pour le Rassemblement national. Et effectivement, ça s'est vérifié aux dernières élections, par exemple à Saint-Martin, à La Flotte, où en plus d'être arrivée en tête aux européennes, la candidate du Rassemblement national y obtient ses meilleurs résultats au moment des législatives. Alors ce qui m'étonne moi le plus souvent d'ailleurs, c'est quand j'entends qu'effectivement sur les deux raies, il y a effectivement une progression au premier tour souvent du Front National. Sur les deux raies, on n'est pas non plus dans la banlieue parisienne, on n'est pas dans des banlieues, même si c'est la banlieue de La Rochelle, on va dire que c'est une banlieue très difficile à vivre, où il y a beaucoup d'immigration, etc. Et pourtant les gens votent le Front National. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi? Est-ce qu'on a des pistes? Oui, il y a une mécanique un petit peu de la peur qui s'est installée au moment des européennes et des législatives sur l'ensemble du pays vis-à-vis de cette question de l'insécurité. Notamment des exemples très frappants. J'ai pu entendre au moment de la campagne l'interview d'une habitante d'une ville moyenne de Bretagne qui n'était absolument pas touchée par les problèmes d'insécurité et qui pourtant a voté pour le Rassemblement national parce que il y avait justement cette crainte que la menace telle que définie par le Rassemblement national arrive jusqu'au territoire qui ne sont absolument pas sujets. Donc là, sur l'île de Ré, c'est un petit peu la même chose qui s'est jouée. C'est une présence de ce discours de peur qui a fait perdre un petit peu le sens de la réalité du territoire. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que la construction, notamment par Vincent Bolloré, de toute un espèce d'empire de chaînes de télévision, de radio, de titres de presse, ralliés aux idées d'extrême droite, et avec une espèce de
Oui, une popularité croissante qui est liée aussi au fait que c'est des chaînes sur lesquelles je pense à CNews évidemment, sur lesquelles on a une espèce de polémique permanente, une culture de la polémique vraiment, qui permet de donner une visibilité à des propos qui, quand on les examine au fond, n'ont en fait bien souvent pas de fondement. Donc oui, effectivement, ces médias-là ont un rôle clé dans l'installation du Front National dans la vie politique française et dans son rôle, aujourd'hui il faut le dire, de premier parti de France. Le Rassemblement National part plus fort que jamais, si je puis dire, pour l'élection présidentielle de 2027. Maintenant, c'était déjà le cas en 2017, c'était déjà le cas en 2022, ça n'a pas empêché Marine Le Pen de perdre au deuxième tour. Il y a eu un très fort réflexe de Front républicain au deuxième tour des législatives qui a montré quand même que malgré sa très forte progression, le Rassemblement National n'était pas parvenu à convaincre une majorité de Français qui pouvait être un parti de gouvernement Pourtant, c'est le parti viable. qui possède le plus d'élus, mais d'électeurs aussi. D'électeurs aussi, mais ça ne fait pas une majorité. Ce qui explique qu'il a été battu dans beaucoup de circonscriptions alors qu'il est arrivé très largement en tête au premier tour. Si on prend même l'exemple de la circonscription de La Rochelle, Île-de-Ré, le score de M. Falorni au deuxième tour, qui frôle les 70%, montre bien qu'il y a vraiment eu un barrage et que les électeurs du Rassemblement National au deuxième tour n'ont pas été tellement plus nombreux que ceux que le parti avait pu obtenir au premier, alors qu'en revanche leurs adversaires ont toujours obtenu des résultats bien meilleurs, même quand ils ont été battus de peu. Donc maintenant, par rapport à 2027, ça va dépendre aussi beaucoup des investitures de l'ensemble des partis, que ce soit le Rassemblement National ou l'ex-majorité présidentielle sortante, la gauche, la droite. Il va falloir voir aussi les personnalités qui se dégagent, le ton que prend la campagne. Maintenant, le Rassemblement National part pour le moment en position de force pour le premier tour. Pour le second, en revanche, il n'y a rien qui... Voilà, le résultat du deuxième tour des législatives montre qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que le Rassemblement National est favori dans la perspective d'un hypothétique second tour, que ce soit face à la gauche ou face... Voilà, tout à fait.